Alors c'est vrai que chacun d'entre nous a sa représentation du monde, une vision qui s'appuie, vous vous en doutez, sur des filtres humains complexes, mais qui font que notre vision du monde est éminemment partielle et subjective, même lorsque nous la croyons scientifique et rationnelle. Parce que tout de même, ces filtres, même prolongés par de fabuleux outils, sont nos limites sensorielles, la culture dans laquelle nous baignons, notre histoire infantile, nos choix idéologiques et éthiques, qui sont ceux qui conduisent à l'utilisation des outils. Et c'est dans tous ces filtres que nous puisons la carte de notre monde. Alors on peut entretenir l'illusion que la carte du monde que nous possédons est la bonne. On peut même se dire qu'elle rend compte de toute la réalité. Il y en a même qui pensent que notre carte couvre tout le territoire, et même quelquefois que la carte est le territoire. J'aime beaucoup Jean-Baptiste Fressoz, historien des risques, qui a écrit une magnifique apocalypse joyeuse et qui dit « Le savoir se construit, mais l'ignorance aussi ». Lorsque j'étais enfant, le travail était le territoire dans lequel j'allais forcément rentrer à l'âge adulte, parce qu'à l'époque c'était comme l'air qu'on respire, n'est-ce pas? Nul besoin d'écrire des livres pour démontrer la centralité du travail. Et en 1975, lorsque je commençais à travailler comme psychologue dans un service de chirurgie de la main, ce qui était dramatique, c'était que ces ouvriers avaient perdu leurs mains, mais qu'heureusement les mains des chirurgiens étaient là pour les greffer, les réparer, les reconstituer. L'organisation du travail était un terme que nous ne connaissions pas, elle était peu perceptible et finalement ces dégâts ne concernaient que le corps physique. Si le travailleur ne guérissait pas, souvenez-vous, on sortait nos tiroirs psychanalytiques ou psychosomatiques, tout paraissait si clair, tout avait déjà une explication, même sans algorithme. Ceux qui étaient en arrêt depuis des mois s'étaient bien sûr enfoncés dans un conflit psychique ou dans une sinistrose ou bien dans des bénéfices secondaires. Je caricature à peine, hein. C'était le plein emploi. Et souvenez-vous, si on ne travaillait pas, c'est qu'on était paresseux ou névrosé ou revendicateur. Nos perceptions scientifiques étaient donc moralisatrices, donc peu scientifiques. Des perceptions communes, forgées par nos a priori et nos stéréotypes, partielles, orientées, nous ne le savions pas. Moi j'avais ma carte de psychanalyste, de psychosomaticienne et c'était ma vérité. Mais voilà, la carte n'est pas le territoire. Et je travaillais à l'hôpital de Nanterre, qui va fermer, non pas parce qu'il n'y a plus de SDF, mais parce qu'il faut les effacer. Je travaillais dans les Hauts-de-Seine, le département le plus riche de France, le 92. Des cadres du quartier de la Défense jusqu'aux caissières de supermarché, toutes les catégories socio-professionnelles venaient à Nanterre. Et dès 95, malades de leur travail, je les ai vus débouler à ma consultation. Et le discours était le même dans la bouche des accidentés du travail, des caissières et des jeunes cadres de la Défense. Et je me disais, il se passe donc quelque chose sur le territoire que ma carte n'explique plus. Bien sûr, les médecins m'adressaient ces patients pour savoir ce qui, dans leur histoire personnelle, les empêchait de guérir. Mais comment dire à l'ouvrière qui souffre des 27 bouchons qu'on lui fait visser par minute que son Oedipe y est pour quelque chose? Comment dire au harcelé qui s'effondrait à son poste « Pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt ?» de l'air entendu du psy qui pense que ça n'est pas normal de se faire humilier aussi longtemps alors que démissionner vous fait perdre vos droits sociaux. Et toutes ces jeunes femmes cadres de la Défense s'appuyaient-elles vraiment sur leur masochisme féminin pour accepter d'être payées 25% de moins que les hommes? Personne dans la communauté médicale ne partageait à l'époque mon avis. Marie, vos patients harcelés sont des petits paranoïaques, me disaient mes correspondants psychiatres. Des salariés fragiles, répondaient les employeurs, tellement formatés à trancher entre les forts et les faibles. En tout cas, nous étions tous ignorants des nouvelles organisations du travail et de leur impact sur les corps et le psychisme. Nous ne savions, par exemple, pas qu'une caissière scanne 1 tonne par heure. Il faut donc savoir que ces nouvelles façons d'organisation du travail apparues dans les années 80 ont profondément modifié le rapport de chacun d'entre nous à son travail. Au principe du management scientifique, avec ses méthodes de surveillance, de contrôle, d'encadrement, s'est substitué
des chaînes de montage jusqu'à nos hôpitaux, de nouveaux dispositifs algorithmiques, effectivement, qui par divers mécanismes disciplinarisent les corps et les psychismes. La dépossession d'abord, hein, en séparant radicalement travail intellectuel et travail manuel entre un bureau des méthodes où on pense et un atelier où on bouge. Le modèle taylorien que vous connaissez bien neutralise et disqualifie la pensée des ouvriers sur leur travail. On assiste à une dépossession d'un savoir, mais aussi de la liberté d'organiser, de réorganiser, d'adapter son travail. Et du travail ouvrier, on est passé aux mêmes méthodes appliquées à tous les métiers par les technologies du numérique. L'isolement. Les salariés sont confrontés un par un et individuellement et dans la solitude aux contraintes de la productivité. La surcharge de travail n'est plus débattue collectivement. Elle appelait autrefois des réponses défensives collectives, désormais à peine individuelles. L'évaluation individualisée des performances qui a été évoquée, rendue possible par le suivi informatisé de l'activité, avec un contrôle qui n'est pas passif et qui suppose la collaboration de chacun d'entre nous, hein, pour remplir nos reportings, nos tableaux de bord et nos saisies de textes. L'autocontrôle en est la forme achevée, répandue dans l'industrie et dans les services. Chez France Télécom, il faut appuyer sur la lettre P pour pause pipi quand on va aux toilettes et rappuyer quand on revient pour mesurer le temps passé à ne pas travailler. Après la dépossession, l'isolement et l'évaluation, il y a l'envahissement parce que l'organisation scientifique du travail a fait naître des contraintes physiologiques de temps et de rythme qui pulvérise tous les seuils neurophysiologiques de l'être humain et surtout entraîne une porosité complète entre la vie au travail et la vie chez soi. Et donc en dernier, et probablement ce qui me passionne en tant que psychosomaticienne, l'aliénation du fonctionnement mental, ce qui nous intéresse, nous psychanalystes. Car cette organisation scientifique n'autorise aucune évasion mentale. Et le travailleur va être victime de paralysie de la pensée, même en dehors de son lieu de travail, ce qui contribue à renforcer l'assujettissement du corps. Les mécanismes déployés contre cette accélération de soi sont malheureusement propices à la productivité. Et il faut écouter l'ouvrière d'usine, celle qui visse les 27 bouchons à la minute et qui mime le geste devant moi. Elle me dit qu'au bout de 20 minutes sur la chaîne, elles ont toutes des cloques, que les gants qu'on leur fournit sont trop grands et qu'ils se vissent dans le geste. Je lui demande comment tenez-vous le rythme? C'est dur. D'abord, je n'ai pas le choix, je dois travailler. Et puis, il y a que la rage de ce travail, je la rapatrie dans le geste et ça m'accélère. Il y a aussi que je fais partie des anciennes et donc des meilleures, et quand je vais plus vite que le rythme, je me sens libre. Et des fois, je vais tellement vite que je ne pense plus. Voilà, c'est tout. Ça sert à ça. Vous voyez, elle a tout dit, l'ouvrière. Elle a dit qu'à une certaine vitesse du travail, convoquer l'hyperactivité comme défense contre la souffrance de ce travail-là, ça sert à moins souffrir, mais ça rend l'individu esclave de la quantité. Elle dit aussi que l'hyperactivité est une voie de décharge de la violence de ce travail-là et de cette organisation du travail. Elle dit aussi que lorsque la haine devient trop forte, elles font des crises de nerfs dans l'atelier, mais qu'il n'y a pas de souci parce qu'il y a des brancards prévus au fond et que la chef d'atelier a toujours des barrettes de Lexomil. Et donc l'organisation du travail a tout prévu, même la crise de nerfs qui évacue le trop-plein d'excitation, économie psychique versus économie de marché. Elle dit aussi quand elles vont plus vite, elle dégage une marge de liberté, un triomphe temporaire et que l'esclave de la quantité devient athlète de l'atelier. Vous l'entendez, hein, ces nouvelles méthodes d'organisation du travail provoquent une distorsion des descriptions de la réalité. Rapport d'activité enjolivé, tricherie organisée, partout on euphémise, on dissimule ce qu'est le travail, c'est-à-dire l'expérience du réel. Et on commet des fraudes pour sauvegarder des certifications qualité. Et tous les salariés que nous sommes sont impliqués dans la participation au mensonge sur lequel repose cette aliénation culturelle globale. Or, le drame, c'est que chacun d'entre nous au travail doit entretenir un rapport cohérent avec le réel. Si nous ne consentons pas à nous taire sur les incohérences et les contradictions du travail, nous deviendrons dans une équipe la cible assez légitime d'une déstabilisation stratégique.
Celui qui dit la vérité sera harcelé et exécuté. Sous l'effet du désaveu collectif, l'individu peut finir par douter de la validité de son expérience et faire même des bouffées délirantes dans les métiers notamment où la sécurité est importante, comme dans les centrales nucléaires. Pour prendre en charge tous ces salariés à la consultation, il fallut bâtir très vite un réseau avec Nicolas Sandré à Créteil, Marie-Christine Soula à Garches. Ai-je besoin de vous dire que les parcours des premières consultations furent solitaires parce que personne ne partageait notre point de vue. Encore une fois, chacun a sa carte et s'y accroche mordicus. Nous avons donc créé un groupe de réflexion avec des magistrats, des inspecteurs du travail, des médecins inspecteurs, des médecins du travail, des psychiatres. Et nous avons commencé à élaborer non pas des algorithmes, mais la liste des techniques de management pathogène, l'entretien spécifique à utiliser, les tableaux cliniques aussi spécifiques, et puis les protocoles médicaux, juridico-administratifs. Et parce qu'on ne nous croyait pas, et que nous pressentions de plus graves violences à venir, nous avons même sacrifié notre déontologie pour ouvrir nos consultations aux documentaristes. Et les événements ont tragiquement donné raison à notre intuition outillée, professionnelle, de sentinelle de territoire. Mais souvenez-vous, il a fallu attendre un nombre de suicides incroyables, 70 chez France Télécom, et suicides de cadres, pour que l'on voit se multiplier enfin les unes de journaux et se réunir des commissions parlementaires n'aboutissant qu'à des rapports finissant dans des armoires. Les vagues de suicides de cadres sont quand même plus ennuyeuses à expliquer, n'est-ce pas? Parce que là, on atteint le niveau intelligent des entreprises. Les cadres sont de fidèles courroies de transmission, formés très tôt au sentiment d'appartenance à l'élite. Ce sont les champions de la performance individuelle, du reporting, du benchmarking. Pourquoi ces gens-là craquaient-ils? Nous avons vu ressortir les bonnes vieilles explications, les fonctionnaires qui ne veulent pas s'adapter au changement, la fragilité individuelle, les problèmes personnels. Nous avons assisté au bras de fer théorique entre les chercheurs, harceleurs pervers, bon mauvais stress, des bras de fer commerciaux, parce que, hormis pour nous, la souffrance au travail est un marché juteux. De savants calculs statistiques aussi pour dédramatiser, mais enfin c'est un chiffre normal de suicide, oubliant qu'il faut, comme en prison, les évaluer dans l'entreprise comme un milieu clos et qu'on ne peut pas les comparer statistiquement à la nation. Parce qu'au fond, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que les chiffres n'existent pas en tant que tels, mais dans la bouche de ceux qui les interprètent. On s'occupe désormais de qualité de vie ou de bonheur au travail, avec souvent comme première finalité la recherche d'une performance globale et durable, pas vraiment la production de soi, du vivre ensemble, de la culture et de la civilisation par le travail. Alors nous pouvons décider que ce qui vient ébranler notre vision du monde, notre carte, n'existe pas. C'est tellement tentant, n'est-ce pas ? Défensivement ou stratégiquement, de tenir un discours plus léger, de parler de QVT, d'opposer aux plaintes des salariés des questionnaires quantitatifs de tous ordres, de mettre en place des lignes d'écoute, bleues, vertes, rouges, bientôt des tests génétiques, vous verrez, les mesures du cortisol. Pendant ce temps, le nombre des consultations souffrance et travail s'est accru, il y a 130 en 2016. Nous avons créé à Christophe Dejour le premier certificat de spécialisation en psychopathologie du travail au CNAM. Le CITS, effectivement, tout ceci est de l'ordre du symptôme, vous l'avez bien compris, et pas d'une avancée de la science. Sachant qu'en plus, ni le ministère de la Santé, ni le ministère du Travail ne veuillent héberger le lien vers la liste des consultations pour aider un peu les patients à trouver les bons endroits. Nous sommes en 2016. Les 3/4 du capital des entreprises cotées dans le monde sont devenus la propriété des fonds d'investissement et des fonds de pension. Donc on ne déduit plus les dividendes à distribuer aux actionnaires du travail qui a été accompli. On a accompli le travail nécessaire pour distribuer les dividendes à plus de 2 chiffres. Et donc il faut transformer le travail réel, inestimable, en données comptables chiffrées. Et c'est toute une nouvelle bureaucratie managériale qui a imposé ces outils de grammaire chiffrés. Vous aviez raison de parler du comptable, c'est lui qui est devenu contrôleur de gestion. Et voilà comment le travail humain, avec sa sensorialité, ses muscles, son honneur, ses efforts cognitifs, ont disparu au prix de cette grammaire financière, rythme, temps, cadence, flux,
tendue si possible, une entreprise rêvée, virtuelle, sans corps, et les corps au travail sont évalués par cette grammaire chiffrée. À l'hôpital, c'est la tarification à l'acte, la mode de la chirurgie ambulatoire, les pôles, le lean management, le new public management. Partout, les managers ne managent plus le travail, mais les objectifs à atteindre. Et bien sûr, les données deviennent universelles, les organisations matricielles. Vous le savez, les patients traités par le chirurgien deviennent un nombre d'actes, le temps passé par acte, la performance de ce chirurgien par rapport à ses collègues. Le travail du chercheur, c'est le nombre d'articles écrits par an. L'infirmière croule sous la saisie de données et de reporting et ne consacre plus que 10% de son temps aux soins. Le patient est opéré en ambulatoire pour économiser les nuitées. Et l'hôpital tient, et les entreprises tiennent, et les ponts tiennent. Les ingénieurs ont raison. Les ateliers, les magasins, les bureaux, pourquoi? Parce que des femmes et des hommes travaillent dans ces endroits-là, qu'ils rusent avec les normes, les procédures, les règlements, les décrets, pour que le travail ait encore de l'allure, de l'honneur et une qualité du travail humain. Et pendant ce temps-là, la carte mondiale quantitative, numérique, financiarisée, dresse un tableau du monde qui, au fond, n'est plus qu'un tableau de bord à la nanoseconde, mais très désincarné. Et je pense que pour la première fois dans l'histoire de l'homme, les outils que nous avons fabriqués nous kidnappent en retour et nous échappent. Bientôt, peut-être, un algorithme géant viendra dire la vérité, mais pas la vérité de la vulnérabilité du corps humain. Le grand oublié de notre temps. Le corps engagé dans le travail est un corps-outil dont les performances sont rapportées au poids, à la taille, à la corpulence, à la musculature. Un corps qui ne peut se récapituler que par ses caractéristiques physiques et physiologiques. Mais le second corps que nous engageons dans le travail, c'est un corps incertain dont l'état de santé, la fatigue, les handicaps, le plaisir, la douleur, le désir, l'érotisme est une origine et pas un moyen. Et là, je voudrais prendre un peu de temps pour vous rappeler que l'intelligence que nous mobilisons dans le travail n'est pas l'intelligence rationnelle et logique, que nous immobilisons l'intelligence du corps, que c'est elle qui palpe, mémorise, évalue les informations, les sensations, les perceptions, dans ce qu'on appelle très logiquement des mémoires procédurales. Si je travaille comme menuisier, je travaille le bois. À force de travailler le bois avec des outils, non seulement je vais découvrir les qualités dures, tendres, les nœuds du bois, mais je vais découvrir aussi et élargir mes compétences avec les outils qui travaillent ce bois. Je vais développer une intimité du rapport à la matière. Je vais éprouver la résistance de mon corps à l'usage de ces outils et à la rencontre avec ce matériau. Et c'est ainsi que par mes gestes indéfiniment répétés, mon corps va devenir quelque chose d'affûté aussi. C'est par la résistance du réel du bois que je vais développer mes capacités sensorielles et motrices. C'est par l'échec 100 fois rencontré et dépassé que j'élargis mes pouvoirs. Et ce travailler par corps se construit dans tous les métiers. L'ouvrier, il usine une pièce depuis si longtemps qu'il sait à l'oreille qu'il a atteint les 8 microns. L'enseignant qui est du métier, c'est à l'oreille qu'il sait que le bruit des gamins va passer au chahut et qu'il doit introduire une activité de recapture de leur attention. Le chirurgien sait à l'œil et au doigt que la texture du tendon qu'il va opérer est fragile et qu'il faut le réparer. Et quand vous voyez un patient la première fois, vous faites comme moi. Avant même de demander à ce nouveau patient comment il s'appelle et de remplir son dossier, mes yeux ont enregistré la sueur sur son front. J'ai senti l'odeur aigrelette des gens harcelés qui dégagent une peur effrayante. J'entends son souffle court ou l'apnée qui bloque son thorax. Bref, je travaille par corps en tant qu'analyste, comme le fraiseur, l'instituteur, le menuisier, le chirurgien. Et quelque part au fond de moi, parce que j'ai vu des centaines de patients, quand je lui demande son nom, j'ai déjà fait le diagnostic, loin dans ma tête. Un ouvrier du bâtiment atteint d'un stress post-traumatique à cause d'un mur qui lui était tombé dessus, me disait « Voyez, Madame Peuzet, par la fenêtre de votre consultation, là, le morceau de béton entre le 2e et le 3e étage de l'immeuble en face, c'est moi qui l'ai fait. Je suis dans ce béton. Je suis dans tous les chantiers que j'ai faits.
dans lesquels sont entreposés maintenant un peu de ma vie. Comme Fatima, la femme de ménage qu'un hôpital parisien m'avait envoyée avec cette première phrase « Nous vous adressons Fatima El Ayoubi, marocaine analphabète, qui a développé une sinistrose ». Et voilà ce que Fatima, qui depuis a écrit 2 livres, dont La vie est devenue un film, qui a eu le prix du meilleur film l'année dernière, dit de son travail de ménage. Je travaille en cherchant toujours l'élégance de ce que j'ai fait. Même quand je repasse une chemise, je dois ressentir une harmonie esthétique au fond de moi. J'enlève la poussière. Je dois dépoussiérer le monde entier pour voir de la beauté et de la propreté partout. La société ne s'intéresse pas à ceux qui gardent son paradis, dépoussièrent ses bureaux, ses boulevards et cuisine son pain. Elle me dit aussi que dans la classe qu'elle nettoie, elle fait un Picasso tous les soirs et que les enfants le lui défont et qu'elle le refait le lendemain soir. Voilà, de même que nous vivons dans un corps biologique dont on peut mesurer les aléas, nous habitons un deuxième corps, un corps expressif. Et cet agir expressif, c'est la façon dont le corps se mobilise au service de l'acte de signifier à autrui ce que vit le sujet. Le corps accompagne toujours le verbe et la parole à laquelle il donne chair. La manière de dire les choses, vous le savez, affecte ce qui est dit, affecte celui qui écoute, celui qui parle. Et cet agir expressif, il mobilise le corps tout entier. La motricité volontaire, les gestes, les mimiques, la respiration, la pâleur, la rougeur, bref, toutes les fonctions physiologiques du corps sont mises au profit du sens qui agit sur celui qui écoute. Vous voyez bien que le corps est le lieu à partir duquel se déploie la subjectivité, qu'il n'y a pas de souffrance, pas de plaisir sans un corps pour les éprouver, et que ça n'est bien sûr pas ainsi que le travail est perçu et organisé par les bureaux de méthode, qu'au contraire il y règne une autre conviction, que les méthodes gestionnaires prétendent qu'on pourrait presque à terme se passer des travailleurs, automates, machines, process, intelligence artificielle, système expert. Les ingénieurs luttent pour imposer ce vocabulaire. Ils élaborent même des stratégies de défense pour dissimuler les questions qui reviennent d'en bas. Si la vitalité de l'homme au travail se trouve aujourd'hui tellement sollicitée par la surcharge de travail, au moyen d'artifices aussi pharmacologiques, vous entendez bien que cette survitalité repose sur la négation du corps, sur ses limites et sa vulnérabilité. Car vous l'avez compris, celui qui s'en sort de nos jours n'est pas comme autrefois le plus fort physiquement ou le plus intelligent. C'est le plus rapide. Seulement, nos athlètes de la quantité présentent de nombreux dégâts. Le premier, bien sûr, c'est cette affreuse porosité entre la vie privée et la vie professionnelle. Autrefois, quand on quittait l'usine à 17h le vendredi, on devenait maître de son temps dans sa vie privée. On n'est plus maître de rien puisque de toute façon, on est connecté sans arrêt. Le deuxième dégât, bien plus grave, c'est ce que nous appelons un travail en mode dégradé. Parce que quand on demande aux gens de faire plus vite, avec moins de moyens et d'effectifs, on fait mal. Et on leur répond d'ailleurs à ces ouvriers, ces salariés qui disent « mais ce que je fais n'est pas beau, on t'a pas demandé de penser, on t'a demandé de faire ce qu'on te dit de faire. Alors il faut mentir aux clients, faire des promesses au public en sachant qu'on ne pourra pas les tenir, un mensonge organisé comme chez Volkswagen. Et alors le travail, au lieu d'être une occasion de se découvrir soi-même, devient une occasion de se découvrir comme lâche, de faire un travail de mauvaise qualité qui va nous renvoyer une image de soi désastreuse et déplorable. Et quand on demande aux salariés de travailler mal sur des instruments, des installations dans lesquelles il a de moins en moins confiance, certifiés, avec des critères du marché, AZF était certifié avant d'exploser. Alors commence un travail de sape de la subjectivité, une érosion de la personnalité. Car quand je travaille, bien sûr, j'implique mes collègues, mes chefs, la qualité de mon travail engage l'autre. Le travail n'est pas qu'un rapport de soi à soi, mais aussi un rapport à autrui. Troisième dégât, toutes ces pathologies de surcharge que je ne vais pas passer en revue, simplement pour rappeler que vraiment, la densification du travail, l'intensification du travail pulvérise les limites du corps humain dans son humanité. Que
au-delà des troubles divers, TMS et autres difficultés, va venir cet épuisement physique et moral, puis l'agressivité, l'irritabilité et la violence. Et puis, bien évidemment, peut-être le plus grave, c'est que quand on va vite, on n'a plus le temps de penser. Savez-vous, au technocentre de Renault, combien de temps on a mis pour trouver le corps de M. de Barros, l'ingénieur qui avait sauté de la passerelle de 12 mètres dans le grand bassin central? 6000 salariés passent sur ces passerelles toute la journée. Eh bien, il a fallu 48 heures pour que l'un d'entre eux, la tête dans le guidon, tourne machinalement la tête et voit le corps flotter. Les gens qui viennent nous voir en consultation nous disent « je n'en peux plus ». Ils disent « je voudrais appuyer sur un bouton off là, mais ça ne marche pas ». Alors ils mettent la pression sur leurs conjoints, leurs enfants. Tout le monde doit suivre un rythme effréné. Et ils viennent nous voir en nous disant qu'ils veulent se tuer, non pas parce qu'ils n'aiment pas la vie, mais parce qu'ils veulent dormir. Le travail aliéné, vous l'avez compris, n'est pas la partie la plus préoccupante, parce qu'il l'est toujours un peu. Le travail aliénant, lui, est un travail dans lequel je ne peux plus engager mon intelligence. Je ne fais que revenir du travail appauvri intellectuellement, appauvri affectivement, parce que ce travail m'interdit de me déployer moi-même, d'aller à l'épreuve de moi-même. Je ne fais que l'expérience de la souffrance. Et l'aliénation du travail, c'est quand le travail se retourne contre l'homme. C'est-à-dire quand les organisations du travail se retournent contre la culture, contre la perspective d'honorer la vie ensemble, sous la forme de la civilisation. Si le travail devient un produit à consommer, il devient aussi un produit jetable. Or moi, je continue à penser que c'est le travail des hommes et des femmes, de la vraie vie, de leur vrai corps, qui produit l'énergie qui fait tenir ce monde. Nous avons entre nos mains les outils pour remettre cette civilisation sur les rails de la vraie vie, pour dire un peu comme Jean Auroux que derrière le bruit des machines, il y a le silence des hommes, mais le bruit feutré de ces mains passionnantes, 2/3 des neurones moteurs du cerveau desservent la main et les doigts, qui règlent, ajustent, conçoivent, réparent, vendent, achètent, bref, inventent le travail. Et puis derrière toujours cet inconscient qui mijote, qui nous réserve des surprises et des rencontres, une rencontre si miraculeuse que même le marché et les algorithmes s'en sont emparés. Comment fabriquer de la rencontre? Par des applications, de la géolocalisation même, la rencontre à portée de clics et d'algorithmes. Devant la puissance du big data, le hasard va-t-il tirer sa révérence? Moi, je crois qu'il y a toujours dans le coin quelqu'un à rencontrer, si bien que le plaisir de la rencontre ne doit pas se passer du plaisir de la personne à rencontrer. La rencontre dans sa rareté donne le sentiment d'être en vie, de comprendre ce qu'on fabrique sur cette terre. Le semblant de rencontre démultipliée produit un peu plus d'errance avec des autres qui ne sont que l'instrument d'un imprévu fabriqué par des algorithmes. Alors, bien sûr, je vous la souhaite. À l'intérieur de la batterie des rencontres prévues, je vous souhaite la rencontre, parce que rencontrer, c'est rester en vie. Merci.